I was sick. I was sick. I couldn't even hold a pen to write. And it was so much to say, give up. Me and Tim, we always in the studio together. Missy, Jimbo, faut qu'on parte. J'ai pris la valise, voilà, le CD. Prenez, revenez, venez, on part. Je vais vous expliquer après, on part. Venez, gars, on y va. Parce que j'en peux plus le D20. Venez, je vais vous expliquer après, on part. Partons d'abord. Ah non, parce que là, tout de suite, pour ceux qui n'avaient pas compris, parce que je pense que les experts en R&B ont compris, nous étions dans le Da Basement Crew. C'est la cave de la légende de Jodeci. Et pour ceux qui ne savent pas qui est Jodeci, c'est l'un des plus grands groupes de R&B de tous les temps. C'est une des raisons principales pour lesquelles il y a cette chaîne YouTube. Ils ont renouvelé le genre et ils sont principalement portés par ce monsieur qui est le futuriste, la tête pensante, l'homme qui possède entre autres cet endroit. Et là, vous vous dites certainement, mais Stevie, si on est dans la case de Devante, que nous sommes en 92, qu'il a eu plein de tubes, que Jodeci cartonne, qu'il est frais, qu'il est beau, que le monde l'admire, pourquoi est-ce qu'on a peur? Pourquoi est-ce qu'on part? Parce qu'en fait, Devante, c'est pas un gentil. Devante, fouette, il travaille à la dure, il mène ses artistes avec une main de fer. Vous vous rappelez, on avait parlé dans la vidéo sur Beyoncé, Aaliyah et Brandy, sur le renouvellement du R&B, et en fait, à cette époque-là, il est un des grands acteurs de cette scène-là. Il est tellement un des grands acteurs de cette scène-là qu'il réussit à repérer plusieurs petits talents montants. Il y a deux personnes qui vont principalement changer l'univers musical, Timbaland, que vous connaissez tous, et Melissa Arnett, qu'on appellera plus tard Missy Elliott. Et c'est avec eux là qu'on est en train de s'échapper parce que Missy a fini par en avoir marre. Réveille-toi Timbaland, le studio est vide. C'est Missy qui me disait ça en frappant très fort sur la porte de la petite pièce dans laquelle j'étais allongé, matelas au sol, chaque fois que les autres membres de Jodeci quitter la pièce. C'était littéralement notre monde. Parfois, lorsque les membres de Jodeci commandaient une pizza, après que nous ayons fini la session de studio, ils mangeaient et nous nous rassasions avec tout ce qui restait. Un petit peu de croûte, les restes de pepperoni, tout. C'est à ce point-là que nous avions faim. Je le fais rarement, mais je trouve que c'était utile de vous montrer à quel point la vie était difficile pour Timbaland et Missy Elliott à ce moment de leur carrière, vu que nous sommes au début des années 90, et qu'en vérité, c'est une rencontre. À la base, Timbaland est un petit producteur qui est dans sa petite chambre, qui fait ses beats, qui est très talentueux. Il a un pote qui s'appelle Magoo, il connaît déjà Pharrell Williams. Mais Timbaland, c'est pas du tout la personne qu'il est devenu aujourd'hui. D'ailleurs, avec les réseaux sociaux, quelqu'un d'extraverti, c'est quelqu'un de très réservé à l'époque. Et il se trouve que un jour, on lui présentait cette jeune dame qui s'appelle Missy. So how did you meet Missy? How did Missy actually, a friend of mine introduced me to Missy, told Missy that she needed to meet me. And Missy came to my house and started doing music. She like, oh man. And you was an artist? Or? No, I was just doing beats and I was just doing music. And she like, he make dope beats. She introduced me to singing over hip hop beats. Cause when she was singing, I'm like, I ain't never heard that before. Like I never heard melodies over the music I was making. And she introduced my ears to some like new candy. You know what I'm saying? Before you heard like Mary J. Yeah, she the one, like, it was because of her, she introduced me to singing. Right. You know what I'm saying? I was more Mantronix, Tribe Called Quest. We was fanatics of Tribe Called Quest. You know what I'm saying? Et Missy, à cette époque-là, a une grande ambition. C'est une femme qui vient d'une famille hautement dysfonctionnelle et c'est particulièrement important dans son histoire. C'est-à-dire que c'est une American Baby parce qu'effectivement dans sa maison, tout le monde chante. Quand elle a 4-5 ans, tout le monde donne les vocals et tout. Mais c'est aussi une fille qui, très rapidement, a la lucidité de se rendre compte que son père abuse de sa mère violemment. Elle ne sort quasiment pas de chez elle parce que des fois, elle veut défendre sa mère. Quand elle a 8 ans, elle est abusée par l'un de ses cousins, histoire qu'elle va garder pendant très longtemps aussi parce que le père ne permet pas à la famille de s'épanouir dans un environnement sain. Et donc, en fait, elle grandit avec ces traumas-là. Et quand elle a 15-16 ans, il se trouve aussi que elle est en surpoids. Elle n'est pas toujours acceptée par tout le monde. Au lieu que ça la restreigne, ça lui donne encore plus la niaque d'aller plus loin dans l'univers musical. À la fin des années 88, elle forme un groupe de femmes qui va s'appeler Phase. C'est un groupe de R&B avec 3 autres jeunes femmes. Et Missy est un peu la meuf qui fait pas mal de choses, c'est-à-dire que elle chante, elle rappe, elle essaie d'harmoniser pour que le groupe soit vraiment fou.
elle est déjà visionnaire. À partir de là, elle commence à chercher des producteurs, du son, quelque chose de nouveau qui va leur permettre en fait de faire un premier projet et de le présenter, de le vendre à un label, d'être signé. C'est là donc que Magoo lui permet de rencontrer Timbaland et lui dit qu'il a un producteur qui est jeune, qui est pas super connu, mais qui a vraiment un son à lui. Et donc du coup, elle commence à travailler avec Timbaland sur la première maquette de plusieurs chansons du groupe FaZe. Et Missy est toujours ambitieuse. Elle a toujours le truc de se dire à Timbaland, maintenant qu'on a la maquette, moi je pense que on devrait la faire écouter au Jodeci. À l'époque, Jodeci vient de cartonner avec leur premier album. Et donc du coup, c'est des stars. Ils font un concert en Virginie. Et encore une fois, Missy se débrouille alors que Timbaland se dit non mais c'est pas possible, je vais pas y arriver. C'est-à-dire que dans le livre il dit moi j'y croyais pas du tout. Elle va réussir à attendre le groupe après la sortie du concert et elles vont chanter les 4 filles devant les Jodeci qui vont se dire ah il y a peut-être quelque chose à faire. C'est comme ça que le lien entre Jodeci, Timbaland, Magoo et FaZe et donc Missy Elliott va se faire. Et à partir de là, Devante, qui est donc la pièce maîtresse de Jodeci, va les faire venir et rentrer dans le fameux Da Best Man Crew. Comme vous avez pu le comprendre, Devante est pas commode. Ils vivent tous dans un studio dans des conditions assez minables. Ils sont pas rémunérés, même si effectivement ils vont commencer à montrer leur talent parce qu'on les retrouve, Timbaland et Missy notamment, sur le second album de Jodeci, The Diary of a Madman. Et aussi sur le troisième album qui s'appelle The Show, The After Party and The Hotel. Sauf qu'ils ne sont pas crédités. Les heures de travail sont à rallonge. Ils doivent travailler 25 heures par jour. Timbaland, dans son livre des anecdotes, en n'en pas finir, tellement c'est souvent même humiliant pour eux. Mais en fait, ce qui est paradoxal, c'est que ils ne décrivent pas simplement quelque chose d'humiliant physiquement. Ils décrivent aussi une exigence qui les dépasse eux-mêmes. C'est-à-dire que Devante est super attentif aux détails. Vu qu'il y a énormément de producteurs, énormément de personnes, mais en fait, vous n'avez pas toujours le studio seul. C'est pour ça que tout à l'heure, Missy disait à Timbaland, quand on était avec eux là, elle lui disait réveille-toi, réveille-toi. Ils sont partis, bah du coup on peut travailler. Devante va revenir, il va écouter ce qu'on a fait. Peut-être que ça va nous permettre d'avoir des placements. Et d'ailleurs, Missy va avoir l'un de ses premiers placements sur le premier single de Raven Simon qui s'appelle That's What Little Girls Are Made Of. C'est Missy qui a écrit et produit cette chanson, mais c'est pas encore un hit, ça ne permet pas encore de remplir les caisses. Dans le même temps, Devante décide de changer le nom du groupe de Missy qui devait s'appeler à la base FaZe et elles deviennent Sista. Il commence d'ailleurs à produire l'album. Elle propose un premier single qui va s'appeler Brand New. L'album est terminé, le single ne prend pas de fou et finalement, Devante et le label ne s'entendent pas. L'album est totalement annulé. C'est une déconvenue pour Missy, mais Timbaland est toujours là en se disant que ouais bah peut-être que si on reste encore à être fouetté, peut-être au lieu de 22 heures par jour, si on fait 18 heures par jour, bah on va avoir quelque chose. Dans ce même crew là, il faut vous rappeler qu'il y a Ginuwine qui va avoir le succès de Pony. Pony est une prod, vu que nous sommes là en 95 maintenant, que Timbaland a depuis au moins 91. Il l'a peaufiné à plusieurs reprises, mais c'est une vieille prod qu'il a. Et quand il trouve donc Ginuwine, qui est un des jeunes chanteurs de ce crew un peu chelou de torturé là, bah en fait, Ginuwine insiste dessus. Et finalement, Ginuwine va être la lumière dans les ténèbres. Pourquoi? Parce que lui réussit à avoir un deal avec une maison de disques. Et cette maison de disques là écoute plein de chansons de l'album et eux, ils aiment pas du tout Pony. Ginuwine leur dit, les gars, mais c'est parce que vous ne comprenez pas. Ils trouvent que le beat est pas dans les temps, que c'est bizarre, que c'est mal fait. Ginuwine leur dit, franchement, moi, je suis sûr que quand on va écouter dans les clubs, ce sera totalement fou. Parce qu'il sait que les autres qui sont là-bas à la maison, c'est chaud pour eux, c'est la galère. Donc, du coup, lui, il dit, franchement, moi, j'y crois, en fait. Et finalement, le label va faire quelque chose d'exceptionnel parce que eux, ils trouvent que le son est bizarre, que les synthés sont pas synchro. On va même faire écouter à plusieurs autres gros producteurs du game qui vont dire que la chanson est pas finalisée. Donc, du coup, c'est pas un avantage pour Timbaland. Ce que le label décide de faire, c'est qu'ils vont couper la poire en deux. Ils vont dire, on va faire un testing dans les clubs. En fait, on va mettre la chanson dans les clubs sans dire aux gens qui chantent. On va juste mettre comme ça et on va voir la réaction des gens juste à l'écoute de la chanson avant qu'elle ne sorte. Et quand ils vont mettre Pony avec le beat bizarre, bah les gens vont devenir totalement fous.
Et c'est donc là que Timbaland n'était toujours pas sûr de lui. Il se disait, il faut quoi encore que j'apprenne des 20 et tout. Et Missy va lui dire, c'est bon, on y va. On sort de là, tu peux faire des choses. La souffrance, c'est fini. Suivons style de Music Feelings, on quitte le Da Basement Crew. Là, on a fait partir Timbaland et Missy du Da Basement Crew, mais sachez qu'on a fait partir aussi Playa, Tweet. Enfin, vous êtes tellement extraordinaires. J'espère que vous êtes tous abonnés parce que franchement, des gens comme vous réussissez à faire sortir des légendes des mains d'une autre légende des mains. Franchement, vous êtes très très forts. Et quand ils sortent de là, ils continuent à travailler ensemble. La synergie entre toutes ces personnes-là continue, sauf qu'il n'y a plus le bourreau. Ils peuvent encore non plus s'exprimer musicalement, et c'est donc là qu'on va voir naître pleinement musicalement l'alchimie entre Missy Elliott et Timbaland, qui est une des alchimies les plus incroyables de toute l'histoire musicale, parce qu'en vérité, c'est deux enfants. When it comes to me and Missy Elliott, we are a true team. All the people I work with, we are a team. But Missy is the one, she will take, her and Aaliyah will take the track and go off with the engineer and come back and will add stuff to your track that you didn't even know was there. Timbaland, c'est l'espèce de génie un peu nerd, qui a des idées un peu cheloues, qui a des beats particuliers. Et Missy, c'est la rappeuse chanteuse qui n'a peur de rien et qui réussit très vite à comprendre ce que ce gars fou fait totalement. Me and Tim, we always in the studio together, and he'll go through sounds, and I'll be like, you know, that's hot or that's not. And every album I have been in the studio for every record. And so he'll, you know, hit stuff, and I know when I hear something, I'll be like, oh, okay, I can write to that one. That's pretty much how it's always been. I've been in the studio with him, and he'll go through sounds. And Tim is always a genius when it comes to placing music together, because you know he it's not that he went to school for this, it's just that he has an ear, and an ear that's like none other. I'll say that till it's my last breath. He is a genius. Mais en fait, quand vous écoutez les beats de Timbaland pour l'époque, pourquoi est-ce que ça sonne comme ça? C'est-à-dire que prenons par exemple, on a écouté Pony, mais prenons One in a Million d'Aaliyah, qui va être le second album qui va arriver après The Bachelor de Genuine, et un album très important pour Missy comme pour Timbaland, parce que Missy produit 9 titres de cet album-là. Et One in a Million particulièrement, quand vous écoutez la chanson et que vous comparez à tout ce qui se faisait à l'époque, mais c'est hyper chelou. C'est 2 lignes de synthé, une sorte de basse, quelque chose qui est comme si ça ronronnait. Et en plus, derrière, je sais pas, moi j'ai jamais compris les bruits d'insectes là. Il y a des bruits d'insectes dans la chanson. Écoutez bien, il y a des bruits d'insectes. Missy, qui fait la démo, dit à Aaliyah, reprends ma démo, mais pose comme si tu chuchotais à l'oreille de quelqu'un. Et je trouve que sur ce beat super chelou, donc tu ne sais jamais s'il s'arrête, parce qu'en vérité, du coup, quand vous écoutez le beat, tu te dis, mais il va s'arrêter quand, il change quand, tu sais jamais où ça s'arrête ou quand ça change, vu que il est chelou. Et en plus, des bruits d'insectes derrière, là. Et après, on dit à la meuf, pose comme si tu chuchotais à l'oreille de quelqu'un. What the hell? Bah, ça a donné quelque chose d'incroyable, qui a pas cartonné sur le coup, parce que Aaliyah, c'est pas un gros succès au moment où ça sort, mais qui va complètement changer les codes du R&B. Pareil sur plusieurs autres titres de l'album, comme 4 Page Later, qui est une de mes préférées d'Aaliyah. Vous entendez clairement que c'est Missy Elliott, et vous retrouvez vraiment cette alchimie et cette bizarrerie des fois du duo entre Timbaland et Missy Elliott, qui a ce petit truc très soulful dans sa voix, en fait, dans sa manière de chanter. D'ailleurs, petite anecdote personnelle, moi j'ai découvert Aaliyah, sa discographie, avant de bien connaître la discographie de Missy Elliott. Et c'est très intéressant parce que dès que j'ai connu la discographie de Missy Elliott, j'ai quasiment très rarement écouté One in a Million. Alors, ça a rien à voir avec la qualité de l'album que je trouve exceptionnelle. Mais c'est parce qu'en fait, One in a Million d'Aaliyah, en vérité, c'est un album de Missy Elliott, parce qu'en fait, Aaliyah pose sur les démos de Missy. Vous entendez d'ailleurs très souvent sur 4 Page Later. Vous entendez très souvent Missy Elliott dans l'album. Souvent, vu qu'elle la dirige, vous entendez très souvent ses échos, sa voix, ses mimiques, là, les tout. Oh, le R&B, c'est quand même la meilleure musique au monde, quand même. Attention, ce que je dis ici n'est pas pour discréditer Aaliyah, loin de là. Elle fait un travail d'interprétation, mais comme Missy a une patte
tellement forte. Je trouve que dès qu'on comprend qui est Missy Elliott, on n'entend que Missy dans l'album. Et c'est d'ailleurs pour ça que Missy va à partir de là devenir la chouchou de l'industrie musicale, à savoir qu'elle va commencer à écrire des tubes pour les Total, pour l'album de SWV. Et je tiens à dire ici que Release Some Therapy est le meilleur album de SWV et je le débattrai avec quiconque, qui veut quoi que ce soit, je m'en fous. Le couplet de la version avec, parce qu'il y a deux versions de la chanson de Missy Elliott, il y a une version avec Missy et une version avec Foxy. Que demande le peuple. Et justement, vous retrouvez comment cette espèce de truc qui groove, comme si la chanson ne se terminait jamais, comme si c'était toujours onctueux et tout. Voilà ce que Timbaland et elle apportent au game. Et dans le même temps, Diddy va faire appel à Missy pour le remix d'une chanson de Gina Thompson qui s'appelle Things That You Do. Ce couplet va se faire remarquer de fou et il va être comme un des couplets marquants de la carrière de Missy. C'est à partir de là que plein de labels vont vouloir la signer. Et d'ailleurs, je veux qu'on l'écoute ensemble sur plusieurs extraits. Écoutez bien. Écoutez bien quand t'es payé. Yeah, yeah. I don't know where the hell how came from, but it worked. Et ben en fait, ce qui est très marrant, c'est qu'effectivement, beaucoup de labels vont vouloir signer Missy Elliott à partir de ça. Même Bad Boy veut la signer et finalement, elle va signer chez Elektra et elle va commencer à travailler sur son premier album qui va s'appeler Super Duper Fly. Alors, le truc qui est super intéressant avec Missy Elliott et qui va peut-être choquer beaucoup de gens qui vont arriver sur cette vidéo, c'est que Missy est, si vous réécoutez ce qu'on vient de s'écouter, peut-être pas une rappeuse incroyablement technique. Elle n'est pas dans la science de la rime, elle n'est pas dans la science de la technique comme le serait Nas. Et en fait, ce qu'elle est et où elle est très forte et ce qui va lui permettre en fait de se démarquer et de complètement changer les codes, c'est que c'est justement ce que je viens de vous raconter. C'est une vocaliste d'expérimentation. C'est comme ça que moi je l'appelle en fait. Je dis toujours à mon pote que Missy, en fait, comment j'écoute Missy, c'est une espèce de vocaliste d'expérimentation. Elle passe ses journées à expérimenter. Et entre autres, elle expérimente le chant et le rap. Mais en vérité, ce qui fait en sorte qu'elle est très forte à expérimenter le chant et le rap, c'est quoi? C'est que c'est la reine des placements. Elle passe ses journées à faire des placements. En fait, elle fait juste des placements. Et donc du coup, sur le remix qu'on vient d'écouter, écoutez bien, en vérité, c'est juste qu'elle place trop bien. C'est pas si technique que ça, c'est juste que c'est très très bien placé. Alors, il y a quelque chose de très fort avec Missy, peut-être que vous l'avez jamais senti comme ça, mais je pense que maintenant que je vais vous le dire, ça va vous frapper aux yeux. Et n'hésitez pas à partager la vidéo parce que vous êtes nombreux à oublier de liker, commenter, partager. Vous donnez votre chanson préférée de Missy Elliott parce qu'on est en conversation. Mais est-ce qu'on n'avait pas déjà ressenti le fait que vous ressentez d'abord les vibrations de ce que Missy dit avant de comprendre ce qu'elle dit, même si vous comprenez l'anglais? C'est parce qu'elle est excellente en placement, en fait. Elle a une espèce de rap théâtral, très onomatopée, qui va d'ailleurs inspirer énormément Nicki Minaj et Doja Cat, et même chez Lil Wayne, qui reconnaît toujours que Missy est une de ses inspirations principales, parce qu'effectivement, elle est ouf en placement. Lil Wayne va me dire que c'est grâce à Missy Elliott qui va signer Drake, parce qu'il était tellement fasciné par le fait que Drake puisse chanter et rapper, que ça lui a rappelé tout l'amour qu'il avait pour Missy Elliott. Specific order, but it's simple for me. It's always been Missy Elliott, Jay-Z, UGK. Et cet amour qu'il avait pour Missy Elliott va totalement s'incarner sur le premier album de Missy qui va s'appeler Super Duper Fly, qui sort donc en 97, qui est enregistré, je crois, en 2 semaines et demie, et qui est un manifeste incroyable de ce que je viens de vous raconter. C'est-à-dire que, en fait, dans Super Duper Fly, les prods sont bizarres, chelous, on découpe n'importe comment, on entre, on sort. Le premier single s'appelle The Rain. C'est samplé de Ann Peebles. Et le sample d'ailleurs, c'est génial parce que aujourd'hui tout le monde parle en sample n'importe comment. Écoutez comment ils vont sampler Ann Peebles, parce qu'en fait la chanson de Ann Peebles c'est un titre beaucoup plus jazzy. Et dans la chanson de Missy, c'est comme si c'était euphorisant, comme si on était dans une espèce de rêve. C'est-à-dire que c'est super aérien. On n'a pas pris ce sample-là pour juste exploiter une mélodie en se disant oh, on va faire un tube. On a pris ce sample-là pour l'encadrer dans l'espèce de schéma totalement fou de Missy et de Timbaland. Le clip en plus va devenir totalement iconique. Parce que directement, elle met aussi ce qui va devenir sa seconde force
en avant l'univers visuel avec cet univers un peu cartoonesque. Elle a son gros sac poubelle autour d'elle, enfin parce que voilà, aujourd'hui tout le monde s'inspire de ça, c'est des sacs poubelles. Et quand elle le fait, c'est aussi parce qu'elle n'avait pas le physique, c'est-à-dire que l'industrie trouvait qu'elle n'était pas assez jolie pour jouer les bimbos, les rappeuses sexy, c'était Foxy Brown, Lil Kim qui sont de super belles femmes, Left Eye, ouais, ces super bimbos. Les chanteuses R&B étaient soit beaucoup plus collégiales mais mignonnes pour la télé comme Brandy, Aaliyah, ou alors beaucoup plus sulfureuses comme Janet Jackson, Madonna, des icônes pop. Donc en fait, elle correspondait pas au code de l'industrie. Donc du coup, elle crée un univers qui détache totalement le côté où ce sera pas juste la simple femme noire grosse. Elle va encore plus loin et ça choque l'industrie parce que 1, le son est fou, 2, les clips sont dingues, 3, l'album est incroyable. L'album ne ressemble vraiment, je trouve vraiment même que pour Timbaland, Super Duper Fly ne ressemble pas à The Bachelor, il ne ressemble pas à One in a Million, il ne ressemble même pas au premier album de Timbaland et de Magoo. Welcome to Our World, je crois que c'est Welcome to Our World, le premier album de Timbaland et de Magoo. On voit bien que le génie de Missy, qui est cette chanteuse, rappeuse, qui a plein de trucs, d'idées différentes, voilà, joue dedans. C'est le second single qui va s'appeler Suck It To Me, avec Da Brat. On retrouve encore cet univers totalement fou, le clip où elles sont dans l'espace, un peu cartoon. C'est une espèce de clip Power Ranger qui rejoint le ghetto. Après, on va avoir Beat Me 991 où ils utilisent le son d'un pager pour en faire la rythmique principale. Franchement, les beats de cet album, je me demande toujours que si Devin Tennessee les hantait pas encore, parce que des fois, je me dis, mais quel cerveau normal pense à tout ça, en fait? C'était juste du génie. L'album est un très beau succès pour elle, il fait plus d'1 million d'exemplaires. Elle commence à devenir la rappeuse qu'on retrouve sur plein de featuring. Tous les artistes commencent à faire appel à Missy Elliott. On la retrouve sur Ladies Night avec Left Eye, Lil Kim et toutes les autres, qui sera un beau succès et une belle réunion pour le hip-hop féminin. Ce qui est super intéressant à ce moment-là, c'est que Missy ne devient pas simplement une rappeuse géniale. Elle devient une architecte sonore. Et précisément une sorte de féministe qui ne dit pas à tout le monde je suis féministe. Attention, je ne suis pas en train de dire ici que dire à tout le monde qu'on est féministe, c'est une mauvaise chose. Sauf que Missy ne le fait pas. En fait, elle agit. Et donc, du coup, elle devient une architecte sonore pour beaucoup de femmes dans le R&B. Et souvent, c'est des textes qui revendiquent cette sororité qu'elle met en avant. Where My Girls at S702. Elle commence à écrire et à signer, vu qu'elle a son propre label chez Elektra Records, Goldmink. Elle commence à signer que des femmes. Nicole Ray, Tweet. Elle va signer Lil Mo. Elle va faire des tubes et créer tout un environnement de femmes qu'elle va pousser dans le game. Ça marche encore très bien pour elle. Elle commence donc à avoir des poulaines en très peu de temps dans l'industrie. C'est-à-dire que des femmes qui arrivent là et qui commencent à être des chanteuses R&B parce que Missy les a produites, parce que Missy les a signées, parce que Missy a produit des singles et commence à avoir des hits et elle passe au second album parce que le son se démocratise. Donc tout le monde veut le son de Timbaland et de Missy et donc sur le second album, je trouve toujours que Super Duper Fly a ce petit côté un peu cartoon et Darryl Ward, dans son nom même déjà, Le Vrai Monde, et qui est mon album préféré de Missy Elliott, qui est son second album, a ce côté beaucoup plus assumé, beaucoup plus sombre. En fait, c'est comme si Super Duper Fly est plus léger et Darryl Ward est plus affirmé, plus dark, et il commence avec le fameux single qui s'appelle She's a Bitch. Il retourne justement les codes de l'industrie, c'est-à-dire que elle reprend à son compte le côté où on va traiter des femmes de SALOPE et elle en fait une force dans la chanson. En plus, le clip est fou. Enfin, Hype Williams à son meilleur. Il faut savoir que la chanson n'est pas un énorme succès aux États-Unis parce que justement le titre choque un peu, c'est un peu trop sombre. Donc du coup, ça lui permet pas de faire un démarrage de fou, même si au niveau de la critique c'est très bien. C'est là qu'elle envoie justement Hot Boys, qui est beaucoup plus mainstream, beaucoup plus efficace, qui sera un gros tube pour elle. Et bien sûr, le troisième single, notamment en France, qui sera All in My Greed, sera pas un immense succès. Il est 54e aux États-Unis. Mais en France, c'est une des chansons les plus connues de Missy Elliott parce que bien sûr, il y a le remix avec MC Solar
quelle chanson, quelle incroyable chanson. Je veux dire que elle est à la fois soulful, elle est à la fois R&B. On dirait que le titre a 100 ans, 200 ans et qu'il est à la fois moderne. Une perle, et le couplet de MC Solar est inoubliable sur la chanson française. Une des meilleures collaborations entre un artiste américain et un artiste français, parce que pour le coup, on a l'impression que il y est, en fait. Il a compris Missy. Tout était maintenant prêt pour qu'elle passe à la troisième étape, à savoir assouvir le monde. Nous sommes en 2001 et vous vous rappelez, on en a souvent parlé, plein d'artistes dans les années 90 avaient cette structure de carrière de se dire que premier album, j'assois mes terres, deuxième album, j'ouvre un peu, troisième album, je boxe le monde. Et c'est dans cette configuration-là que Missy se situe, et Missy est à la fois légère et intense. D'ailleurs, dans l'intro de ce troisième album, vu que nous sommes en studio avec elle, elle fait chanter Tweet, et il y a beaucoup de messages dans Missy Elliott sur les intros, sur les interludes, de quoi elle fait beaucoup rigoler. Et là, elle dit à Tweet, dis aux gens que c'est pas bien de se droguer, de fumer la farine et tout ça là, où nous n'avons pas besoin de drogue. Et c'est marrant parce que, dit comme ça peut vous paraître banal, mais dans les messages de Missy qui sont souvent pro-black, pro-féministes, dans des petites interludes humoristiques, c'est très bien fait. On dirait justement le côté soulful. On dirait une chanson qui sort des années 60 et qui est arrivé comme ça par hasard dans un album de hip-hop. Toujours est-il que l'album veut se terminer et Timbaland lui est fatigué. Il dit déjà que non, moi je vais aller dormir. Missy lui dit que oui, non mais en fait je pense qu'il manque quelque chose. Il dit non, il ne manque rien. Et elle recommence à penser à leurs années où on les fouettait dans le studio de 20. Elle lui dit que tu te rappelles au studio. Il dit que non, je me rappelle plus cette époque. Elle dit non, mais tu te rappelles que quand il exigeait des choses et tout. Et Timbaland lui dit franchement tu vas me saouler en fait. Tu sais, moi maintenant j'ai d'autres personnes qui m'appellent pour faire des tubes. Ali est là, tu crois quoi toi? L'album est terminé, il est bien ton album, One Minute Mail et tout, me saoule pas plus. Elle est pas d'accord. Get Your Freak On. That record, when I think about that, I think about me and Tim being in the studio. My album was done. Tim, I kept saying, I feel like something is missing. I feel like this album is not complete. And he kept saying, you crazy, this album is hot. And I said, Tim, no, something is missing. I feel like I'm missing a record. And so he's angry, he's mad, and he's just pushing the keyboard all hard, like boom, boom. And all of a sudden, he pushed the key and I hear dun 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 dun, and I'm like, that's it right there. And I said, okay, let me just go in the booth and lay something down. And I went in there, laid something down just off of that sound and a kick. Et c'est donc comme ça qu'elle cherche la chanson qui va finir l'album. Et ils vont donc finir par composer ensemble Get Your Freak On. Get Your Freak On, c'est intéressant parce que là, au moment où je tourne cette vidéo, Rolling Stone vient de l'élire la meilleure chanson du 21e siècle. Et, alors, je vais vous dire quelque chose. J'étais pas mécontent, en tout cas, qu'elle soit dans le top 10 de quelqu'un. Parce que, entre le jour et cette chanson est sortie aujourd'hui, je crois que j'ai jamais entendu une chanson comme ça. C'est une espèce de truc qui est à la fois tribal. Ils ont un sample de musique indienne. Et le placement de Missy est tellement particulier, il hurle à la foule, en même temps, elle est en train de vous amener dans la danse et tout. Et en même temps, ça reste du Missy Elliott. C'est-à-dire que, comme c'est du Missy Elliott, il y a plein de choses totalement bizarres. Elle crache avec vous. Elle crache dans la chanson. Je dis, pourquoi? Mais vous vous en foutez vu que vous dansez toujours avec elle. En fait, pour moi, elle a pas d'angle mort, cette chanson. C'est un parfait manifeste de ce qu'est Missy Elliott. C'est-à-dire qu'on retrouve, en fait, tout son truc un peu structuré. Le fait que ce soit une chanteuse qui rappe, ou une rappeuse qui chante, que ce soit une architecte sonore, et que, en même temps, parce que c'est ça qu'elle vous dit. Elle vous dit, oui, sortez le petit poison en vous, mais en même temps, elle rappelle son style. Elle dit d'ailleurs que les gens qui me copient ne me copiez plus. Et le clip, qu'est-ce que le clip n'est pas autre qu'un bijou de hip-hop, en fait. Le clip, pour moi, est à mettre dans des musées. L'imagerie est magnifique. Les danseurs sont sublimes. On est dans plusieurs coins dans le monde. Enfin, elle réussit à totalement dépasser, parce que souvent, et c'est pour ça que je ne l'ai pas cité, les gens aiment bien dire que Missy, c'est juste Busta Rhymes au féminin. Et pour moi, c'est pas vrai. C'est-à-dire que Busta Rhymes, c'est extraordinaire, mais Missy est extraordinaire différemment. J'aime pas le fait qu'on me dise que Missy, c'est Busta Rhymes au féminin, parce que souvent, j'ai l'impression que ça donne à faire genre,
Alors, je sais comment vous expliquer ça. J'adore les deux différemment. Et donc, du coup, souvent, quand on dit que Missy c'est Busta Rhymes au féminin, je trouve que ça ne donne pas à voir les subtilités de Missy Elliott. Oh, mais Missy est très subtil. Busta Rhymes ne va pas faire ça. Vous voyez ce que je veux dire? Même s'il est génial, hein. Oui, il a des images cartoonesques, des clips géniaux dont on peut parler. Mais Missy est très particulière dans son truc. Le clip de Get Your Freakin', c'est un manifeste de, à la fois, je vous impose mon style, à la fois, j'ai réussi à rassembler tout ce que je sais faire depuis 4-5 ans et que j'ai fait dans le game dans un titre qui touche la planète entière, et à la fois, je le renouvelle, c'est quelque chose de très tribal qui n'était pas mes terres à la base. Timbaland et moi, on se renouvelle, c'est un succès mondial. Je pense que beaucoup de gens dans le monde vont découvrir Missy Elliott avec Get Your Freakin' parce que les deux premiers albums sont plus expérimentaux au niveau du son et plus niché. Là, vous mettez votre grand-père qui peut commencer à faire Get Your Freak On, Get Your Freak. Vous mettez quelqu'un en Asie, il peut commencer à faire Get Your Freak On. Il peut tout donner, en fait. C'est vraiment le thème de la chanson qui explose. C'est un gros succès pour elle. Et bien sûr, si vous êtes un des vrais, qu'est-ce qui se passe à ce moment précis de la vidéo? Le remix de Nelly Furtado. Parce que Nelly Furtado apparaît sur le remix dans la bande originale de Tomb Raider. Et quand Nelly Furtado arrive sur cette chanson, le remix de Nelly Furtado est incroyable. They won't dance. Non mais incroyable le remix. L'album est un beau succès critique pour elle. Sur le second single, on la retrouve sur One Minute Man avec Ludacris et Trina notamment. Et je tiens à juste faire un gros big up parce que One Minute Man, qui parle donc du coup d'éjaculation précoce, a un couplet exceptionnel pour moi de Trina. Je crois d'ailleurs que il est pas à la base dans l'album. Trina est rajouté parce qu'elle a du succès à l'époque. Donc du coup, Missy, qui est vraiment très pro collaboration entre femmes, l'a fait venir. Et donc elle l'a fait venir sur la version single. Et le couplet de Trina, oh là 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 là, incroyable. Incroyable, c'est un de ses meilleurs couplets. Le beat de la chanson est incroyable, la syncope. Et justement, ce qu'elle fait dans cet album-là, c'est qu'elle essaie de toucher un public international avec d'autres singles comme For My People, sur lesquels on va retrouver notamment EVE. Et elle reste sur ses terres parce que le reste de l'album est quand même plus R&B, moins poppy. Et c'est dans l'exploitation de l'album justement que Aaliyah va décéder et qu'elle va décider de lui dédier la chanson Take Away, qui est à la base avec Gino Wine et Mila, et sur l'exploitation elle sera avec Gino Wine et Tweet, et quelle chanson, enfin. C'est à la fois R&B, futuristique, le clip est magnifique. Et je pense pour moi que Missy So Addictive est l'iconification de Missy Elliott. C'est-à-dire que elle devient une icône pop à ce moment précis parce que elle réussit donc à battre tous les codes. Déjà, en étant innovante, et en fait elle vient sur la scène pop, et donc du coup en étant sur la scène pop, les clips et tout font en sorte que tout le monde la découvre, et le truc est tellement fort entre son chant qui est très architecté, ses visuels qui sont différents de tout le monde, et en plus le fait que le public adhère, que en fait tout le monde a envie d'avoir du Missy dans ses albums. Chelsea tweet avec Oops Oh My, Beyoncé qui travaille avec elle sur Fighting Temptation, et dans le même temps justement elle enchaîne sur le second album qui va s'appeler Under Construction et qui sera lancé par le single qui est l'un de ses autres masterpieces pop qui s'appelle donc Work It. Et Work It, encore une fois, c'est une idée de génie parce que l'idée, c'est justement de prendre une chanson et de la faire comme si elle repartait à l'envers. C'est-à-dire que quand vous écoutez Work It, vous avez l'impression que la chanson, si vous réécoutez bien, ça fait comme si c'était une cassette qui rentrait à l'envers. Le texte est d'ailleurs très explicite. Ce qu'on Work It, c'est une chanson, qui parle du 7e ciel. Parce que souvent, les gens vont vous dire que les anciennes rappeuses ne parlaient pas de 7e ciel. En général, si, elles parlent beaucoup de 7e ciel. En tout cas, Missy Elliott en parle beaucoup. C'est juste que les visuels de Missy Elliott sont beaucoup moins explicites et beaucoup plus, scénarisés que les visuels de Foxy Brown et des autres. Mais en tout cas, elle en parle beaucoup. Elle a peut-être plus d'humour. Et donc, du coup, elle dit, je prends le truc en bas, je le retourne et je le mets à la renverse. En fait, ce moment-là n'est pas une langue particulière, ce n'est pas du chinois ou quoi que ce soit. C'est le même texte qu'elle vous le redit à l'envers. C'est-à-dire qu'elle fait exactement ce qu'elle a dit qu'elle allait faire. Je le prends, je le mets à l'envers et je le retourne comme une cassette. Et donc, du coup, elle fait retourner la cassette. C'est le même texte qu'elle redit à l'envers. Du Missy, c'est-à-dire que des détails complètement fous sur lesquels elle insiste. Under Construction est pour moi l'album le plus vulnérable
et le plus hip-hop de Missy Elliott. C'est-à-dire que ça fait 1 an que Aaliyah est morte et donc du coup dans cette, comment dire ça, envolée vers la pop et le personnage mainstream, elle revient finalement à ses bases. C'est-à-dire que je pense que dans un autre monde, elle n'aurait pas fait le même album. Finalement, elle décide donc de revenir à quelque chose de plus hip-hop, plus nostalgique, son rapport à la mort, à la vulnérabilité. Et c'est un album qui joue justement entre le côté plus mainstream de Missy et le côté plus vulnérable. D'ailleurs, les références dans Work It, il y a MC Lyte, Run DMC, ce Gossip Folks. Du coup, on retrouve un sample plus hip-hop. C'est-à-dire qu'il est un peu moins excentrique que les albums précédents de Missy Elliott. Il y a des chansons comme Back in the Day où elle regrette le hip-hop d'avant, où on dansait sans se juger, Pussycat où elle parle de la sensualité, du fait que les femmes ont le droit de posséder leur corps. C'est un album plus introspectif après le décès d'Aaliyah et il va être un très beau succès porté par notamment ses 2 premiers singles. Il va être un moins beau succès critique que le précédent, mais en tout cas, ça la confirme dans le game. Ça confirme aussi que tout le monde veut le son de Missy Elliott parce que c'est plus de 4 millions d'exemplaires vendus. Elle continue de faire des hits pour d'autres artistes, pour Monica Sogon. Elle est sur l'album de Beyoncé avec la chanson Signs. Et quand je dis qu'elle est sur l'album, c'est elle qui fait les chansons, je précise, c'est elle qui fait les chansons aux artistes, elle crée, elle produit, elle leur donne les chansons, même si parfois elle est en featuring. Pareil pour Maya, My Love is Like Wow, Fantasia, Free Yourself, c'est-à-dire qu'elle donne des hits à plein de chanteuses dans le game, elle continue d'exister et ce qui pour moi commence à jouer en sa faveur et en même temps peut-être pas en sa faveur, c'est qu'elle enchaîne, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de rupture chez Missy Elliott. 2002 Under Construction cartonne et en 2003 Missy est déjà en train de nous dire il y a un 3e album qui arrive. À l'heure du streaming, la technique de Missy était exceptionnelle. C'est-à-dire que sortir des albums quasiment tous les ans, enchaîner, ça te maintient un public vraiment aguerri, voilà, qui va streamer à chaque fois. Dans les années 2000, ça te met plus sur la select. C'est-à-dire que plus tu sors des chansons, plus les gens disent que ok, l'an dernier c'était très très bien. Et cette année c'est quoi? Parce que non, encore les chansons de l'an dernier, vu qu'on doit acheter ton CD, donc tiens-toi tranquille. Et c'est donc là que Missy, qui vient d'avoir, on est d'accord, Missy So Addictive, Under Construction, annonce le 3e album dans une ère où le hip-hop se hip-hopise encore plus. Vous voyez que nous sommes en 2003 maintenant et les 50 Cent, le gangsta rap revient et donc du coup, elle garde son duo avec Timbaland pour le premier single qui s'appelait Pass That Dutch. Pass That Dutch, alors c'est une espèce de chanson complètement sortie de l'univers Timbaland et Missy. C'est une sorte d'ovni en fait. C'est-à-dire que il y a des sirènes, le beat est un peu chelou, la batterie est hyper rapide. En soi, c'est assez innovant dans ce que c'est. Et ça pourrait ressembler à Work It et à Get Your Freak On, sauf que je pense que pour le coup il était pas radiophonique Pass That Dutch et des fois les gens se sont foutus de la gueule de cette chanson. Je crois qu'il y a même des mèmes autour de cette chanson parce que elle était un peu trop chelou, un peu, même si le clip est fou, la scène avec le poulet, et, voilà, visuellement il est incroyable, mais les gens sont restés un peu sur leur faim dès que Pass That Dutch arrive. Ils ont encore Work It dans leur CD, ils dansent encore sur Get Your Freak On et ils n'adhèrent pas totalement radiophoniquement, notamment à Pass That Dutch. C'est le premier froid pour Missy Elliott. Le second single de l'album s'appelle I'm Really Hot et là il y a un son plus tribal, plus vengeur. Un flow beaucoup plus assumé. D'ailleurs, je trouve que Missy rappe rarement aussi carré que dans I'm Really Hot. Mais le public n'adhère pas après le flop de Pass That Dutch. L'album arrive avec plein de featuring, Jay-Z, enfin il y a plein de gens sur Wake Up et tout. L'album est bourré de featuring d'ailleurs, c'est un album souvent assez peu digeste tellement il y a de featuring, il y a tout le monde dans l'album. Et finalement, le public ne s'y retrouve pas et ça va devenir son premier échec commercial véritable. C'est-à-dire qu'il arrive difficilement aux 500 000 exemplaires. Il finit assez tièdement vers les 700 000.
Et c'est une raclée pour elle parce que à l'époque, tout le monde était autour de Missy Elliott et la première fois là, ça commence à flopper, surtout dans un univers critique. Elle n'avait que la critique autour d'elle. Là, les gens reconnaissent les clips et tout, mais les gens sont moins enclins à reconnaître le génie artistique qu'ils avaient connu dans les précédents projets. Mais elle ne se décourage pas, elle continue à produire pour d'autres artistes. Elle fait One Two Step pour Ciara, donc du coup, elle est toujours là dans le game. Et vous voyez, quasiment plein de chansons que vous connaissez sont faites directement par Missy pour Ciara. C'est pas des chansons sur lesquelles on appelle Missy. La démo de One Two Step, vous l'avez chantée par Missy Elliott et Ciara la chante ensuite, en fait. Et juste après ce succès avec Ciara, elle s'entend bien. Qu'est-ce qu'elle se dit? Elle se dit, bon, Ciara, ça marche bien. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux reprendre un peu les quelques calls d'Atlanta pour revenir sur le devant de la scène. Ça va donner Lose Control. Et d'un coup, Missy, alors qu'elle avait floppé avec son album de 2003, va retrouver le succès en 2005 avec le premier single de l'album The Cookbook, le livre de cuisine. Cette période s'iconise beaucoup par la perte de poids de Missy. Elle avait déjà commencé dans les années 2001-2002. Là, elle perd beaucoup de poids. Elle en parle un peu dans l'album. Elle parle aussi de fatigue, de lassitude. C'est un album qui, en fait, bizarrement, c'est l'inverse total de Sopa Dope Fly. Le livre de recettes, essaie d'humaniser Missy. Elle est un peu moins dans les airs parce que je pense que sur This Is Not a Test, ils se sont rendus compte que la Missy qui était trop expérimentale, en fait, ça repoussait une grande partie du public. Donc, du coup, elle se ramène quand même sur un son plus actuel et fait appel à d'autres producteurs, Rich Harrison, qui vient de produire Crazy in Love pour Beyoncé, Emery, c'est-à-dire que elle s'ouvre un peu plus au son de l'époque et ça marche très bien, Lost Control, mais quand même, on voit quelque chose qui m'avait beaucoup surpris, c'est que, en fait, l'album fait pas un bon démarrage. Pour Missy Elliott qui avait quand même enchaîné et tout, il y a pas une énorme bassine pour de Cookbook sur le coup avec ces visuels pourtant incroyables, ces chorégraphies qui sont dingues, cette promo qui est folle avec un gros hit même. Il faut que Missy aille chercher le public pour leur dire venez acheter et tout. Et ce qu'elle va faire sur le second single qui est une magnifique ballade qui s'appelle Cherry Eye. Elle se raconte un peu plus, elle se veut plus vulnérable. La chanson n'est pas un flop, mais c'est pas non plus un gros succès. L'album termine malgré tout avec un succès d'honneur, à savoir un disque d'or, et il est aujourd'hui certifié disque de platine. Ce qu'il y fait dans cette période-là, jusqu'aujourd'hui là, c'est la meilleure vendeuse d'albums de rap sur le territoire américain. Donc elle a un vrai run, et là, toute la planète s'attend quand même à ce qu'elle continue. C'est-à-dire qu'il y a rien qui pourrait totalement la stopper. Certes, le public veut de nouveaux artistes, de nouvelles icônes, mais elle a suffisamment de bagages pour pouvoir continuer. Ce qu'elle envisage d'ailleurs de faire, elle commence à enregistrer un album en 2006. Elle sort une première chanson en 2007. Puis une autre chanson, Chingling, en 2008. Et à partir de là, elle va pendant un très long moment, 3-4 ans, totalement disparaître des radars. Très peu de collaborations, quelques apparitions, souvent amaigries dans des téléréalités, parfois des productions pour d'autres artistes, parce qu'elle va continuer à faire ça, des hits pour Jasmine Sullivan. Mais on va de moins en moins voir Missy sur le devant des projecteurs. On va apprendre plus tard qu'elle était atteinte de la maladie de Graves. C'est une maladie auto-immune qui attaque la thyroïde, ton système immunitaire qui est censé te protéger, attaque ta propre glande et ça dérègle tout ton corps. Ça donne des résultats comme de la fatigue extrême, perte de poids rapide, anémie, faiblesse musculaire, difficulté à bouger. Et donc, on va se rendre compte que tout ce qui se passait autour de Missy Elliott, le fait d'ailleurs qu'il n'y avait pas eu de tournée depuis plusieurs années, venait du fait qu'à un certain moment, et elle va le révéler en 2011, elle n'arrivait même plus à tenir un micro tellement elle était fatiguée par la maladie qui ne cessait de la gangréner. I was sick. I couldn't even hold a pen to write. And it was so much to say, give up.
But as I stand here with all of you, I thank you because there's so much talent in this room. C'est une des grandes raisons de la chute de sa carrière, de sa disparition pendant très longtemps des micros. Elle refuse des contrats, elle refuse même des publicités. Et je vais vous expliquer dans le prochain épisode sur Missy Elliott pourquoi malgré tout cette icône a réussi récemment à revenir, à faire le Super Bowl. When I did it, I ended up in the emergency room. Mais avant, donnez-moi vos avis sur la première partie de la carrière de Missy, sur comment elle est devenue cette icône de la musique rap, sur comment elle a chapeauté son son avec Timbaland. Je vous ai expliqué ce dans quoi les détails sont extrêmement fins dans sa carrière, comment elle est devenue une icône visuelle, comment elle a inspiré beaucoup d'artistes, Nicki Minaj, Doja Cat, Lil Wayne. Il y a plein d'artistes qui, quand vous les écoutez dans la manière d'architecter le son, dans la manière de faire des placements, en fait, vous retrouvez beaucoup de Missy Elliott, sauf que Missy a en plus cette patte très soul et que c'est difficile de l'attraper quelque part, et que aussi, comme je vous l'ai dit, c'est pas forcément une rappeuse en mode je vais vous raconter des trucs de fou. Elle grogne, elle invente des trucs. Comment est-ce que vous le vivez quand vous l'entendez cracher dans Get Your Freak On? Quelles sont vos chansons préférées de Missy Elliott? Comment vous vivez l'iconisation de ce personnage-là qui est devenu incroyable et qui a totalement marqué la culture rap? Quels sont vos clips préférés? Parce qu'elle est allée super loin dans les visuels. Et pour une femme noire grosse venue de Virginie, personne n'attendait ça en fait. Elle a totalement changé le game en termes de visuel et elle a totalement changé la perception de beaucoup de femmes noires. Quand vous voyez d'ailleurs les clips de Missy iconisés, le clip de The Rain avec le sac poubelle et tout, elle a complètement changé ça. Ces clips comme Get Your Freak On, One Minute Man et tout mériteraient selon moi d'être dans des musées tellement ils sont bien pensés avec la science du détail. Dave Meyers, Hype Williams, elle a poussé plusieurs de ses producteurs là à son maximum, ce qui fait en sorte que son œuvre dans le hip-hop est quasiment inégalée. Dans le hip-hop féminin, en tout cas, je ne vois pas qui peut prétendre avoir des clips aussi beaux et aussi bien réalisés, aussi bien pensés. Ça n'existe pas. Et donc, du coup, je veux que vous me disiez tout ce que vous pensez de cette carrière, de cette iconisation, de comment MC Timbaland et elle ont façonné tout ça. Avant que peut-être, dans la deuxième partie, je vous explique comment elle va revenir. Pourquoi, d'ailleurs, au moment où elle revient en 2011 avec Timbaland, ça ne fonctionne pas. Parce qu'elle revient avec Timbaland, ça ne fonctionne pas. Ils décident même de faire un album en commun qu'ils annuleront avant qu'elle ne décide de se rééloigner de lui et de repartir sur d'autres bases musicales et de produire encore une fois plusieurs autres artistes. Elle a pris en charge leur carrière, Nicole Ray, et c'est pour ça en fait que elle a été hyper importante et que je trouve qu'on lui rend pas assez souvent ses fleurs. C'est-à-dire que c'est un peu la rappeuse qui a disparu, mais très peu souvent on lui rend totalement hommage pour tout ce qu'elle a apporté dans différents domaines de l'industrie, à savoir le son, l'image, le son, parce qu'elle a tiré Timbaland, elle n'a pas fait que être là comme ça, elle a tiré Timbaland, cette science du détail, cette manière de découper les prods avec ses oreilles, avec les bruits, les brrr, et de vous mettre ça dans les chansons, et d'avoir plein d'idées totalement folles, des criquets, des trucs, tout ça là, elle vous met ça dans les chansons, d'aller aussi loin sur les visuels, d'aider les femmes à mieux s'accepter, et de pousser beaucoup de femmes dans l'industrie. Ben en fait, je trouve que pour tout ce qu'elle est, on la cite bien trop rarement parce que effectivement, je pense que elle a chuté médicalement, malheureusement, c'est-à-dire que c'est la maladie qui l'a empêchée, pile à l'heure où les réseaux sociaux se développaient. Moi, je pense que, et vous allez me dire dans les commentaires, si Missy avait sorti 2-3 clips à l'heure des réseaux sociaux, mais les gens, ils auraient devenu fous. Get Your Freak On en 2020, je crois que TikTok explose. C'est incroyable. Vous vous rendez pas compte, c'est fou. Réécoutez Get Your Freak On. Moi, je suis pas mécontent que Rolling Stone les classé numéro 1. Alors, j'aurais pas classé numéro 1, mais je suis pas mécontent pour Missy Elliott parce que je trouve que des fois, ça fait du bien que des classements, même si c'est pas totalement honnête, mettent une meuf comme Missy en avant, me disant au moins elle mérite. Elle a fait beaucoup. Mais elle a aussi des échecs, c'est-à-dire que This Is Not a Test n'a pas très bien marché. C'est pas une de mes albums préférés d'elle. Pareil pour The Cookbook. Dans The Cookbook, j'aime beaucoup de chansons. Et je le trouve très inégal. Tu vois, est-ce que je dis, mon album préféré de Missy à moi, c'est Darryl World, mais dites-moi quelle est votre chanson préférée, quel est l'impact qu'elle a eu dans le game, est-ce que vous la trouvez suffisamment reconnue ou pas du tout. Et dans une seconde partie, on parlera des clashs, comment elle a réussi à toujours faire en sorte que les meufs ne clashent pas parce qu'elle vient toujours éteindre le feu quand ça va trop mal entre les meufs, et comment aussi, en fait, elle a essayé de revenir après les longues périodes de maladie.
N'hésitez pas à tout me dire dans les commentaires, à liker, à commenter. Bravo à vous d'avoir sorti Timbaland et Missy de ce studio horrible de Davante. Et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Non, mais le remix de Get Your Freak On par Nelly Furtado est historique. Non, mais quand elle dit Who's that bitch? Who's that bitch? Et Nelly Furtado a entré dit Bip bip, Nelly Nelly. Oh mon Dieu! Beep, beep. Nelly, 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 Furtado all in your stereo. Oh mon Dieu! Et écoutez, bip bip, Nelly Nelly Furtado. Oh non 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 non. Beep, beep. Nelly, 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 Furtado all in your stereo. Déjà la référence au dessin animé, non mais non 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 non. Seigneur, quel bonheur. She's the woman who always be cooking. Et quand Missy est là, they want dance, everybody, they want dance. Them want dance. Everybody getting freaky, they get want dance. Grab your Everybody, but they want dance, they want dance. Oh my God, my God, my God. Bye, Stevie.